La radio Zig FM vous présente au Carrefour de la Paix. C'est tous les dimanches à 22h sur la 100.8. Casamance, terre immense, pleine de semences. Très chère population de la Casamance, je suis heureux d'être de nouveau parmi vous pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Carrefour de la Paix, c'est aussi grâce au soutien de la Fondation AJWS. La paix en Casamance, Bienvenue, merci de nous rejoindre au Carrefour de la Paix. Cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Barkhan Thiam. Il est le directeur du CNAMS, c'est le Centre national d'action anti-mine au Sénégal. Et comme autre invité, nous avons M. Sarani Diatta, le coordonnateur d'ISAD ASVM. ISAD, c'est l'initiative solidaire des actions de développement. Et l'ASVM, c'est l'association sénégalaise des victimes des mines. Et justement, nous allons parler de ces engins avec la dernière actualité liée à un accident survenu dans le département de Ziguinchor, ce qui porte à plus de 830 le nombre de victimes civiles comme militaires depuis le déclenchement du conflit en Casamance. Et même s'il y a une accalmie, même si la paix se dessine peu à peu, l'adage le dit si bien, la mine ne connaît ni accalmie ni accord de paix, et seule une action des opérations de déminage pourrait permettre de débarrasser la Casamance de ces engins. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ces opérations de déminage? Est-ce que le Sénégal est toujours dans les dispositions à déminer l'ensemble du pays, à le débarrasser de ces mines et des stocks d'explosifs comme lui a permis la convention d'Ottawa qui a été rallongée, on le verra tout de suite si c'est vrai ou pas, en mars 2021. Donc c'est autour de ces questions que portera cette émission. Et nous allons d'abord donner la parole à M. Barkhan Thiam, il est le directeur du CNAMS. M. Thiam, merci de nous accueillir puisque c'est dans vos locaux que nous tenons cette émission. Merci d'avoir cessé toute activité pour venir répondre à notre invitation. Alors on va parler d'une chose qui vous concerne de près puisque vous êtes le coordonnateur, le directeur du CNAMS, le Centre national d'action anti-mine. On va surtout parler de l'action anti-mine, des opérations de déminage, mais on l'a dit, cette dernière actualité qui vient rappeler la présence de ces engins en Casamance. Comment avez-vous accueilli quand vous avez appris qu'encore des populations sont en train de sauter et de payer le tribut à ces mines en Casamance? Oui, merci M. Gassama d'avoir bien accepté de vous déplacer et de venir échanger avec le Centre national d'action anti-mine que j'ai l'honneur de diriger autour de la problématique des mines, antipersonnelles et des restes explosifs de guerre. C'est une mission qui se poursuit depuis mars 1999. Alors, jusqu'ici, nous connaissons des fortunes diverses. Certes, nous avons réalisé beaucoup de performances sur le terrain, notamment à travers les missions de déminage humanitaire que nous conduisons sur le terrain. Ce qui fait que donc sur plus de 3 millions de mètres carrés qu'on avait comme objectif à atteindre, à ce jour, il nous reste environ 1 200 000 mètres carrés. Sur les 3 régions sud qui constituent la Casamance naturelle, nous pouvons dire que la région de Kolda est aujourd'hui déminée totalement, encore que dans le jargon il n'existe jamais du 100%, et que dans la région de Sédhiou, il ne nous reste que le département de Goudomp pour déclarer cette région en fait terminée. Alors, ce qui fait que donc ce 1 200 000 mètres carrés s'est réparti entre le département de Goudomp dans la région de Sédhiou, les départements de Oussouye, Bignona et Ziguinchor. Cet accident qui vient, n'est-ce pas, entacher une fois de plus l'effort de l'État du Sénégal est déploré, bien sûr, avec la dernière rigueur. Nous ne faisons que vraiment nous pencher et puis soutenir un peu ce camarade d'armes-là, ce frère d'armes qui en a été la dernière victime. Et nous pensons que les armées sénégalaises sont d'un professionnalisme tel que
cet incident ne peut pas entraver leur mission qui consiste à la sécurisation des régions du sud du pays. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà une alerte qui vient d'être sonnée à nouveau. Notre souhait, ce n'était pas de sonner l'alerte de cette façon-là. Notre souhait, c'était de pouvoir, dans la tranquillité, dans la discrétion, à travers les échanges avec toutes les parties au conflit, de pouvoir donc nous engager sur le terrain et de nettoyer toutes les parties qui sont suspectées minées, de sorte que aucun Sénégalais ne soit plus victime de ces engins de guerre. Vous l'avez dit tantôt, les mines sont plus dangereuses quand elles sont oubliées pendant des années sous le sol. Ces mines-là, certainement ont été posées depuis longtemps. Et voilà que, ne connaissant ni amis ni ennemis, étant très patiente sous le sol, voilà que, hélas, un accident vient d'être mentionné. Est-ce qu'on peut également parler de poses nouvelles, de nouvelles poses, quand on connaît la porosité de la frontière et la facilité de circulation des armes? Est-ce qu'on pourrait penser que ce sont de nouvelles mines qui sont encore présentes en Casamance? Oui, mais les frontières sont poreuses, vous l'avez dit. Compte tenu de ce contexte-là, tout est possible. Il peut y avoir un cas de velléité offensive ou bien de tentative vraiment de gâcher les acquis de la paix, au point qu'un individu soit tenté de poser ses mines avec ce qu'on appelle des poses récentes. Mais les mines également sont d'une patience telle que vous les mettez au sol pendant des décennies, mais elles seront encore plus vulnérables lorsqu'elles auront longuement duré sous le sol. Les enquêtes pourront le définir. Si les techniciens que nous sommes avons l'occasion de voir les restes de l'engin explosé, on pourrait peut-être déterminer de quel genre de pose il s'agit. Voilà. On reviendra avec vous, monsieur le directeur, sur les opérations de déminage qui avaient démarré, qui avaient été suspendues. L'espoir était permis quant à une reprise effective de ces opérations. Nous y reviendrons. Mais monsieur Sarani Diatta, vous êtes le coordonnateur de ISAD ASVM. Pourquoi vous? Parce que vous avez été une victime des mines. On se rappelle quand vous étiez en classe CM2 en train de préparer votre examen, l'entrée en 6e, et c'est pendant les cours de rattrapage, en rendant le tableau dans la classe de votre maître, que vous avez sauté sur une mine placée dans la cour de l'école. Malgré tout, vous avez été courageux, vous avez cru en vous, et c'est sur votre lit d'hôpital que vous avez continué à apprendre vos leçons jusqu'à réussir. Et aujourd'hui, vous êtes titulaire d'une licence en sociologie et d'un master en gestion des projets. Donc vous êtes un exemple parfait, mais on a souvent parlé du rôle important que vous avez joué au cours de cette association, au sein de cette association, notamment l'éducation que vous avez menée, la sensibilisation. On sait que ça a connu un arrêt. Est-ce que cela n'a pas eu également d'effet sur ce qu'on constate actuellement, que les gens pensent que voilà, on n'en parle plus, les mines ne sont plus dangereuses, ne sont plus présentes en Casamance? Merci Gassama, et merci également au directeur du CNAPS pour nous avoir accueillis dans son bureau. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis le responsable de l'association des victimes des mines, une association quand même que malheureusement nous avons été membres fondateurs. Et ceci quand même à travers de tout ce que vous venez de rappeler, de ce qui s'est passé malheureusement à l'école Lindian 3 où je faisais le CM2 en 1998. Donc depuis, comme vous l'avez si bien dit, depuis que cette situation m'est arrivée, et avec le soutien de mes parents, de mes frères et également des autorités, mais surtout de mon directeur d'école, nous n'avons pas cessé en tout cas de travailler pour qu'au moins que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et je pense que c'est ce qui a donné même l'idée de la mise en place de cette association que je dirige aujourd'hui et qui s'active en tout cas pour la création d'un environnement favorable
à l'épanouissement de nos membres, mais également de faire en sorte qu'il y ait plus d'accidents par mine et que vraiment la Casamance puisse continuer à devenir en tout cas le grenier du Sénégal, comme on le dit. Alors donc cette situation malheureusement encore qui vient de témoigner qu'il y a toujours encore de la présence des mines en Casamance et qui malheureusement nous déplorons. C'est vrai que c'est une situation qu'on n'attendait pas. C'est vrai que si on regarde des dernières années, c'est souvent la période du mois d'août où nous enregistrons des accidents par mine. Mais malheureusement, cette fois-ci, ça arrive au mois de juin. Et donc, comme je l'ai dit, une situation qui montre encore que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif zéro mine. C'est vrai qu'il y a de l'accalmie, Dieu merci, mais cette accalmie, en tout cas, doit nous pousser à être vigilants, à être prudents, parce qu'il y a toujours la présence de ces engins de mort qui ne choisissent pas leurs victimes. Donc, c'est raison de plus que nous avons toujours sollicité et nous avons toujours demandé aux gens de prêter très attention. Le déminage n'est pas encore effectif et c'est vrai que les populations elles-mêmes sont en train sont décidées en tout cas à retourner dans leur localité d'origine. C'est vrai, nous ne sommes pas contre à cette initiative, nous accompagnons cela, mais cette accalmie ne doit pas montrer que nous devons oublier la présence de ces engins. Les mines sont toujours là et en tout cas cet accident vient de le confirmer, vient de témoigner que le danger est toujours là. Et comme je l'ai dit, malgré cette accalmie que nous souhaitons nous tous, l'heure n'est pas au relâchement. Donc il s'agit de faire comment vivre avec, parce que le déminage n'est pas effectif et comme les gens sont là, donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication, renforcer en tout cas les mécanismes nécessaires pour outiller les populations à faire face à ces engins qui sont toujours là. On se rappelle qu'au sein de cette association, avec le soutien de certains partenaires comme l'UNICEF, vous avez déroulé avec Handicap International à l'époque un important projet à travers des émissions radiophoniques. Je me rappelle que je les animais même dans une radio où vous étiez. Est-ce que cette longue pause aussi dans la sensibilisation n'a pas été pour quelque chose dans ce qui arrive? Bon, ça peut être ça parce qu'aujourd'hui, nous avons tout le temps dit, si à un moment on est resté longtemps sans enregistrer un accident par mine, c'est pas dû seulement aux efforts du déminage, mais c'est dû aux efforts liés à la sensibilisation que nous avons menée. Et ceci, nous avons compris parce que nous mettons au devant les victimes de mines elles-mêmes, que nous avons pris, qui sont formées et qui aillent discuter avec leurs concitoyens, quel que soit où ils sont, en tout cas qu'ils essaient de les sensibiliser, de les conscientiser pour les montrer que le danger est là. Et donc cette sensibilisation, quand nous l'avons menée, nous avons vu tous que les populations ont pris conscience par rapport à ça et ont respecté, ont quand même adopté un comportement sûr qui les a permis aujourd'hui de vivre avec et de faire très attention, et c'est ce qui a valu la réduction en tout cas des accidents par mine. Mais malheureusement, depuis quelque temps, nous avons constaté le retrait des partenaires comme l'UNICEF, également comme d'autres partenaires qui accompagnaient en tout cas ce programme, qui se sont retirés de la Casamance. Et malheureusement, nous avons jugé qu'ils sont partis prématurément parce que, quoi que l'on dise, le déminage est toujours en cours. Et compte tenu également de ces contraintes liées à l'avancement du déminage, nous avons pensé que c'est l'heure et au moment de mettre l'effort également sur la sensibilisation pour que les gens comprennent que le danger est là et que cela ne puisse pas occasionner à de nouvelles accidents par mine. Et signaler peut-être que l'UNICEF n'a pas quitté la Casamance, mais a délocalisé ses bureaux à Kolda, mais a plutôt peut-être quitté les actions de déminage, de sensibilisation sur les dangers liés aux mines, vivement qu'ils puissent revenir. Et je crois que c'est un plaidoyer que nous ferons, c'est un appel que nous lançons à notre très cher frère Yves Kassoka et à toute son équipe de l'UNICEF. Alors, monsieur le directeur, monsieur Barkhan Thiam, vous êtes le directeur du CNAMS. Avant d'en venir aux opérations de
déminage. On sait que le Sénégal a été parmi les pays qui ont signé et ratifié le traité d'Ottawa, qui impose aux pays où sévissent des conflits, où il y a des mines, de débarrasser le pays de ces engins. Il y a eu plusieurs reports. On parle de plus en plus de mars 2021. C'est pas loin, c'est loin. Alors, est-ce que le Sénégal pourrait être encore dans les délais? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces engagements pris dans le cadre de cette convention d'Ottawa? Oui, l'extension qui va finir en mars 2021 sera la deuxième extension à laquelle le Sénégal a bénéficié. Alors, sachant que le Sénégal n'est pas un pays qui mène les actions de déminage humanitaire dans un contexte qui n'est pas post-conflictuel, la difficulté est plus énorme chez nous. Puisque le déminage humanitaire, par définition, c'est quand tout le monde est en paix, quand tout le monde est d'accord, en ce moment seulement qu'on peut avancer. Mais vous imaginez les considérations opérationnelles, considérations stratégiques, tactico-militaires de certaines factions, ça peut être un sujet à freiner un peu la progression comparée aux pays où il n'y a pas de conflit. Alors, cette extension va finir en mars 2021. Nous savons que ce délai ne nous permet plus de pouvoir terminer le travail du 1 200 000 m², de faire des projets, d'initier toutes les victimes de mines à des projets de réinsertion socio-économique, de réhabiliter la fonctionnalité physique des victimes de mines, de pouvoir appuyer tous les élèves, étudiants qui sont victimes de mines ou bien dont le parent est victime de mines, à leur scolarité, à la formation professionnelle. Tout ceci, c'est un travail à faire. Les délais ne le permettent plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser une demande pour une troisième extension. Est-ce que vous escomptez l'obtenir? Bon, en tout cas, nous allons soumettre ça à la conférence des États partis et nous allons passer par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, qui est notre ministère de tutelle, qui va amender le travail, puisque nous, CNAMS, nous jouons un rôle de secrétariat de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte anti-mine. Nous allons finaliser peut-être au courant de cette semaine les dossiers d'extension, tous les instruments de demande d'extension qui vont être soumis à la sanction de M. le ministre. Quand tout le monde, quand il aura donné son accord, ce document va être envoyé à la conférence des États, à la conférence au Centre international de déminage humanitaire de Genève et à l'unité d'appui à la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa, qui est toujours basée à Genève. Nous pensons que si cette demande était accordée, nous pourrions bénéficier d'un délai jusqu'en mars 2026. L'idée, ce n'est pas d'atteindre cet objectif, mais l'idée, c'est de pouvoir terminer le travail avant cette échéance-là. C'est pourquoi donc, qui peut le plus, peut le moins, nous pensons pouvoir, avec l'avis favorable de toutes les parties à l'action anti-mine, nous pensons pouvoir terminer, pourquoi pas, en 2022 ou 2023, avant terme en tout cas. Alors le travail, ce n'est pas uniquement qu'en Casamance, parce que quand on parle de mines, c'est dans l'ensemble du pays, autant les mines que les engins explosifs. Quelle est la situation aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en Casamance? Est-ce que dans les autres régions du Sénégal, il y a encore des stocks d'explosifs ou de mines? Oui, le Centre national, il a une vocation nationale, n'est-ce pas? Mais les stocks de mines, ça fait partie, c'est un des piliers de la Convention d'Ottawa. Dès notre adhésion à la Convention d'Ottawa, le Sénégal a détruit tous ses stocks de mines. Ça, je peux le dire, étant déjà sous le drapeau à cette époque. Au génie militaire, je suis bien positionné pour pouvoir dire que les stocks, effectivement, sont détruits.
Évidemment, la Convention prévoit maintenant une certaine quantité d'explosifs et de mines, surtout pour les besoins pédagogiques. Formation des unités, formation du personnel des ménages humanitaires, etc. etc. Ça, ce stock-là est autorisé pour chaque État partie à la Convention. Mais en termes de stock, le Sénégal n'a pas de stock. La Convention dit que tout État partie doit pouvoir non seulement débarrasser son territoire des mines et des restes explosifs, des mines enterrées, mais tout territoire est dans l'obligation de ne pas fabriquer de mines, de ne pas les vendre, de ne pas les transférer, de ne pas les échanger, de ne pas les poser et de détruire tous les stocks. Comme le Sénégal est un pays émergent, vous imaginez qu'on n'a pas d'industrie de mines. Donc voilà, donc vraiment sur toute la ligne, le seul point qui concerne le Sénégal aujourd'hui, c'est la destruction des stocks. Ce qui a été fait au lendemain de notre ratification de la Convention d'Ottawa. Voilà, l'objectif, c'est d'arriver à 0 mine au Sénégal, mais surtout 0 mine en Casamance, puisque l'urgence semble être circonscrite dans cette partie du pays. Or, on a constaté que ces actions de déminage avaient connu de petits soucis, je dirais pas un blocage, mais bon, il y avait de petits soucis, de petits malentendus, et on est en train d'espérer que ça ira. Mais avant, vous aviez parlé d'1 200 000 mètres carrés de terre à dépolluer. On sait qu'il y a d'autres surfaces. Quand vous prenez l'arrondissement de Sindian, où quand même il y a eu des choses, est-ce que cela est pris en compte ou c'est un autre travail encore que le CNAMS compte faire avec ses partenaires techniques? Le travail se poursuit. Ce 1 200 000 mètres carrés là, effectivement, c'est les surfaces que nous estimons pouvoir nettoyer pour pouvoir dire que tout est terminé. Mais comme dans le déminage humanitaire, il y a toujours des inconnus. De nouvelles surfaces sont signalées pendant que nous sommes en train de traiter à côté. D'autres nous font perdre beaucoup de temps, beaucoup de ressources. À l'arrivée, c'est un RAS, rien à signaler, qui se présente. Mais en tout cas, nous sommes en train d'avancer. Nous avions, avant la pandémie de la Covid-19, nous avions effectivement envoyé les équipes de HI dans les secteurs de Djignaki, de Balengor, de Djegoun, Karchak, Mangagoulak, tout ça nous avons fait. Donc il nous restait d'aller un peu plus au nord, n'est-ce pas, dans le secteur de Djibidjon, Souel et Sindian, n'est-ce pas. Donc c'était ça l'idée. Alors si à la fin des missions d'enquête non techniques dans ces zones, on décelait des localités qui sont suspectées et dont la contamination était effective, nous allons revenir dans un deuxième temps pour enfin faire des enquêtes techniques et le déminage de ces localités-là. Alors, c'était ça l'objectif. Avant la pandémie de la Covid-19, nous étions vous vous rappelez, nous étions dans le département de Goudomp. Alors, donc, voilà. Mais hélas, au mois de mai 2019, nous avons connu un cas d'enlèvement, n'est-ce pas? Ce qui nous a fait, n'est-ce pas, replier les équipes. Et puis voilà, c'est un peu ça le travail que nous sommes en train de faire. L'idée, c'était de pouvoir tout faire à la fois. Mais puisque les équipes sont ce qu'elles sont, nous sommes en train d'y aller progressivement. Si l'extension est accordée pour 2026, aujourd'hui, on peut penser que, vraiment, sans trop de surprises de dernière minute, on devrait pouvoir terminer ce travail. D'autant plus que, depuis 1 an maintenant, depuis quelques mois en tout cas, nous sommes en train de finaliser un accord pour l'arrivée d'un deuxième opérateur, en l'occurrence Mine Advisory Group. C'est une compagnie de déminage britannique. Nous sommes en train de négocier, nous pensons pouvoir finaliser pour que cette unité de déminage humanitaire vienne un peu, pas pour se substituer à HI, mais pour un peu venir à son appoint. Ce qui me permettrait de pouvoir faire plusieurs départements, au moins 2 à la fois, concomitamment. Voilà un peu l'idée Et puis encore, on pourrait certainement réduire les délais pour pouvoir arriver à l'objectif final d'un Sénégal sans mine.
Il faut d'abord franchir certains obstacles. On l'a dit, on sait que le déminage avait été un peu retardé par des malentendus puisque l'autre partie prenante, le MFDC, avait estimé qu'on était arrivé à la ligne rouge et l'État a accepté cette requête du MFDC dans cette dynamique d'accalmie. Mais on sait qu'il y a des efforts qui sont menés par le dialogue pour amener certains à comprendre qu'il y a la relance des activités. Les populations souhaitent de plus en plus rentrer dans leur village d'origine parce que fatigués dans leur terre d'exil. Alors est-ce que, M. Sarani, avant qu'on ne prenne M. le directeur, la société civile à laquelle vous appartenez également est en train de faire le plaidoyer à ce niveau-là pour une reprise des opérations de déminage? Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, moi je pense que ça a été tout le temps un plaidoyer, en tout cas pour nous en tant qu'organisation, et de dire que cette affaire, en tout cas programme de lutte anti-mine en Casamance ne doit pas être une affaire du CNAMS ou de l'association des victimes tout simplement, mais ça doit être une affaire de tout le monde, parce que tant que les mines sont toujours là, personne n'est épargné, personne n'est à l'abri, malheureusement. Mais et nous avons même porté ce plaidoyer au niveau de la COSPAC, la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance, et pour qu'ensemble ce plaidoyer puisse être mené. Et je pense que de là-bas, on a été entendu et le coordinateur et toute l'équipe, en tout cas de la COSPAC, est en train de recueillir toutes les informations nécessaires pour pouvoir continuer à mener le plaidoyer. Et je pense que c'est ensemble également que l'on pourra, avec tous les autres acteurs qui travaillent en tout cas pour la paix en Casamance, de pouvoir s'impliquer pour qu'il y ait un déminage humanitaire en Casamance, un déminage effectif. Parce que ça ne sert à rien de l'autre côté qu'un partenaire se batte pour la mise en place, pour installer une école, et qu'il n'y ait pas d'autres activités de nettoyage pour rassurer à la population quant à leur circulation ou quant également à la récupération de leurs anciennes terres. Donc nous pensons que c'est important, toute activité en tout cas allant dans le sens de favoriser le retour des populations en Casamance, toute une activité allant dans le sens en tout cas de s'investir à nouveau dans les anciennes terres, en tout cas nécessite d'abord un plaidoyer pour qu'il y ait un déminage avant de la mise en œuvre en tout cas de ces activités. Alors monsieur le directeur, certains pensent que ce déminage-là peut se faire de manière progressive en attendant que des accords soient trouvés, qu'on s'attaque aux parties où quand même les populations s'intéressent. Est-ce que vous êtes d'avis ou bien il faut attendre de reprendre les choses globalement quand on sait que vous vous investissez également personnellement dans le dialogue pour que les choses puissent reprendre? Oui, nous avons toujours dit que le déminage humanitaire était détachable de tout le processus de paix en cours, là. Puisque c'est, comme on l'a dit, il s'agit d'un déminage humanitaire qui ne s'intéresse qu'au bien-être des populations, à la liberté de leur mouvement, de leurs personnes et de leurs biens, n'est-ce pas, à leur intégrité physique, n'est-ce pas. Donc ça, c'était complètement détachable. Que ce déminage humanitaire n'avait pas une ambition de pouvoir déloger les parties au conflit ou de faire un empiètement dans leur zone de compétences opérationnelles. L'idée, c'était de pouvoir aller dans les localités, n'est-ce pas, tranquilliser ces populations, les amener à retourner à leurs occupations agricoles, pastorales, etc., à leur éducation, etc., etc. C'était ça l'idée, à pouvoir aller d'une localité à l'autre, aller pouvoir s'instruire à l'école, faire leur vocation spirituelle, tout ça, c'était ça le déminage, c'est ça, et c'est toujours ça le déminage humanitaire. Donc ceci, pour autant que tout le monde est d'accord, mais on peut effectivement aller dans le sens de pouvoir nettoyer ces zones-là qui n'ont qu'un intérêt social, économique. Et puis voilà, dans un deuxième temps, au fil maintenant des conclusions, des signatures, etc., des accords, on pourrait bien revenir dans un deuxième temps et puis
n'est-ce pas, nettoyer les zones qui étaient occupées et qui sont désormais libérées parce que simplement l'accord est définitif. C'était ça l'idée. Nous proposons et nous avons toujours clamé de pouvoir faire dans un premier temps les zones exclusivement qui sont dédiées aux populations. Et puis demain, quand tout sera signé, quand il n'y aura plus de position de gens ou de pôles, qu'on puisse revenir maintenant et puis finaliser le travail. Mais au moins, on aura le mérite, pendant que les négociations sont en cours, on aura le mérite de pouvoir, n'est-ce pas, libérer ces populations de cette hantise des mines et des ressources de guerre. C'était ça notre philosophie. Et c'est comme ça que nous entendons travailler. Alors, est-ce qu'au regard du contexte qui évolue de jour en jour, l'espoir est permis quand on sait que, je l'ai dit, il y a des efforts qui sont menés par de bonnes volontés pour amener toutes les parties à s'accorder sur un déminage humanitaire pour redonner l'espoir encore aux populations de retour dans leur village, mais pour une relance des activités économiques et sociales en Casamance? Ah oui, l'espoir est largement permis. Puisque les localités dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le Bignona, c'est le fait que ces autorités administratives communales, autorités traditionnelles, nous ont invités à venir. Nous sommes CNAMS et l'opérateur handicap, nous sommes partis. Nous avons échangé avec tout le monde. C'était vraiment très ouvert. Et aujourd'hui, rien ne nous empêche, avec toujours la faveur qu'ils vont nous accorder, de pouvoir demain engager nos équipes et puis voilà, explorer tout ce qui semble suspect comme étant contaminé par les mines et les sites de guerre. Mais pour l'instant, nous nous félicitons du fait d'avoir été accueillis dans ces communes, n'est-ce pas, de pouvoir s'asseoir autour d'une table, autour de ces communes, de ces autorités, qui nous ont bien écoutés, qui nous ont bien accueillis et qui nous ont donné vraiment leur feu vert pour qu'on puisse demain envoyer les équipes techniques et puis déminer. Mais encore une fois, rien ne se fera tant qu'on n'aura pas eu l'accord de tout le monde, y compris celui des autorités qui sont sur place, hein, n'est-ce pas, et qui ont leur mot à dire dans cette opération-là. Voilà. En tout cas, l'espoir est très permis. Nous ne sommes pas découragés à aller au contact, à rencontrer tout le monde, et à espérer avoir enfin l'autorisation de pouvoir techniquement nous engager sur le terrain. Parce que toutes ces autorités communales qui nous ont bien reçus, n'est-ce pas, ils sont d'un avis très favorable à nous recevoir là-bas. Donc nous pensons qu'après la Covid, sûrement, peut-être qu'on aura à poursuivre le contact et puis qui vont déboucher sûrement sur le travail effectif sur le terrain. On a vu, Monsieur le Directeur, que la question intéresse beaucoup de partenaires financiers du Sénégal. Nous avons pris part à une importante rencontre à Dakar il y a quelques années, où en tout cas ces partenaires étaient dans une bonne dynamique de soutenir le Sénégal à côté des efforts endogènes menés ici par le ministère des Affaires étrangères et l'État du Sénégal de financer mais de soutenir ces actions de déminage. Est-ce qu'avec cette situation, ces partenaires sont toujours dans la même dynamique selon vous? Oui, parce que à la dernière conférence des États qui a eu lieu à Oslo, en Norvège, j'ai eu l'honneur d'y participer. Mais les partenaires sont dans ce même état d'esprit. Donc il s'agit qu'on puisse terminer ce travail de déminage du Sénégal, n'est-ce pas? Le Sénégal ne compte que des partenaires à travers le monde entier. Donc rien n'a changé jusqu'ici. Ils sont toujours dans cet esprit. Mais cependant, il ne s'agit pas de recevoir leur appui technique et financier pour ne pas progresser sur le terrain. Tout est lié. Si l'appui est offert, il s'agit pour nous d'envoyer à travers des rapports de progression, de pouvoir dire aux partenaires ce que vous avez donné. Nous l'avons engagé à telle activité. Voilà le résultat que ça a fait. Voilà l'impact que ça a donné sur les populations, sur les communes, sur les communautés. Voilà.
Donc c'est ça, tout est lié. Si la possibilité nous est offerte de pouvoir nous engager, en ce moment, on pourra dire aux partenaires, ok, venez, amenez votre contrepartie, et puis on va avancer. Mais nous aussi, on ne souhaite pas être un peu bénéficiaire de ces fonds-là, d'être un peu le comptable, et puis à ne pas faire de performance sur le terrain. Tout est lié. Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que demain, si ces partenaires disaient, l'État et les parties prenantes, voilà, nous sommes OK. Vous avez parlé d'un opérateur qui va venir soutenir Handicap International, qui déjà est disponible sur le terrain. Est-ce que c'est cette même disponibilité qui existe pour que ça ne connaisse pas un autre retard dès qu'on dira que ça peut repartir? Oui, bon, encore qu'on n'est jamais sûr de ce que ça sera fait demain. Mais nous pensons que si toutes les parties sont favorables à la visite des localités, à engager des opérations de déminage humanitaire, si aujourd'hui l'État maintient le même niveau de financement qu'il nous donne régulièrement chaque année, et ça, je n'ai pas de doute là-dessus, et que par ailleurs les partenaires viennent un peu en appoint aux efforts de l'État, aux efforts financiers de l'État, en ce moment, toutes les conditions seront réunies. On n'aura plus de problème d'insécurité à engager nos opérateurs. On n'aura plus ce problème à payer les personnels engagés sur le terrain. Nous connaissons déjà l'ensemble du vivier des localités à visiter. Alors donc, si on est par-dessus le marché, on est renforcé d'un deuxième opérateur qui nous a même promis de venir avec des fonds propres, cette fois-ci, pour un peu, non seulement nous soulager des charges financières que ça pouvait être, mais également pour nous permettre de manifester une volonté plus que jamais ferme à appuyer le Sénégal dans sa lutte anti-mine. Vous voyez, donc tout ça, c'est autant de signaux positifs qui nous permettront de dire que nous avons demandé un grand délai, c'est 2026, mais tout est permis de penser qu'avant vraiment cette date-là, tout sera nettoyé. Il faut surtout des moyens, hein, parce que le déminage coûte cher. On dit que souvent acheter une mine, ça ne coûte rien du tout, mais enlever une mine, ça coûte des millions. Le CNAMS n'a pas les moyens de gérer tout cela, malgré le soutien dont il dispose. Il faut encore des moyens additionnels. Alors quel plaidoyer pouvons-nous faire pour que le CNAMS soit renforcé davantage et puisse atteindre ces objectifs, Sarani? Voilà, Gassama, moi je pense que si on fait quand même l'état des lieux de la situation depuis un certain moment, on s'est rendu compte que chaque fois on est là à se plaindre, il n'y a pas moins de moyens financiers qui nous manquent, mais il y avait des moments quand même où il faut reconnaître qu'il y avait des partenaires qui étaient là et qui étaient là avec leur propre argent pour nous aider. Mais à un moment, ça a constitué un blocage. Nous avons vu le départ de NPA. Aujourd'hui, si le directeur du CNAMS nous parle d'un autre opérateur qui va venir, c'est bien. Mais rappelons qu'également, il y avait un moment handicap, l'équipe de handicap qui était sur le terrain a connu également des problèmes pour pouvoir avancer par rapport à ça. Et ça aussi, ce n'est pas des moyens financiers qui le justifient. Donc aujourd'hui, si on doit continuer à faire venir d'autres opérateurs, si la situation n'est pas réglée au préalable, nous risquons de connaître encore un nouveau départ des partenaires. Et cela va constituer en tout cas un mauvais regard par rapport à la gestion de l'action anti-mine en Casamance. Alors, à ce niveau, nous pensons que aujourd'hui, nous avons l'expertise. Les démineurs sont là. Nous avons le matériel qui est nécessaire. Pourquoi pas ne pas essayer de mettre en place la capacité nationale pour que l'on puisse, essayer de porter le combat, que le déminage ne soit pas seulement attribué aux organismes internationaux ou des partenaires étrangers en tout cas, mais que les démineurs qui sont là, que le matériel qui est là, que les acteurs qui sont là essaient de s'organiser pour mettre en place la capacité nationale. Parce que ailleurs, partout dans certains pays, actuellement, les gens tendent vers ça, la mise en place de la capacité nationale. Donc je pense qu'il est bon également qu'on essaie de mettre en place cette capacité nationale pour essayer de voir comment
nous pouvons gérer la situation. Mais sinon, s'il y a des opérateurs qui vont venir, après qu'il y ait en tout cas des contraintes par-ci par-là, qui constituent encore le départ, c'est pas bon pour l'image de la Casamance et c'est pas bon également pour la gestion de l'action anti-mine. Voilà. Monsieur le directeur, comptez sur soi. On sait toute la gymnastique que vous faites pour faire vivre votre société, mais il faut davantage de moyens. Alors, qu'est-ce comptez-vous justement des populations, de toutes ces bonnes volontés pour encore vous soutenir à réussir votre mission? Oui, nous, c'est de nous adresser d'abord à notre autorité hiérarchique, c'est le ministère. Le ministère et l'État du Sénégal donnent du budget, ce qui nous permet de fonctionner, n'est-ce pas? Si en plus de cela, nous gagnons de quoi conduire les activités sur le terrain, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Alors, comme il l'a dit tantôt, la capacité nationale existe. Nous avons une bonne brochette de qualifiés au déminage humanitaire. Et malheureusement, ce qui se passe et que personne ne dit tout haut, c'est que le partenaire, généralement, il vous donne l'argent avec des contraintes qui sont plus ou moins imposées pour l'exécution de ce budget-là, n'est-ce pas? Alors, je me rappelle il y a des années que cette capacité nationale a été financée sur fonds européens, ce qui n'a pas été du goût de la partie bailleur. Ça nous a coûté beaucoup d'observations, de machin. C'est un peu ça. Ce que le partenaire il vous donne, mais il vous donne des conditions dans lesquelles vous devez exécuter cette affaire-là, malheureusement. Celui qui vous prête ses yeux dira dans quelle direction regarder. C'est exactement ça ce qu'il faut dire. Alors, ce qui fait que donc, si une somme d'argent est allouée pour les opérations de déminage et que nous, l'autorité, on puise de cet argent pour alimenter une capacité nationale, ce n'est pas toujours accepté. Ce qui fait que donc cette capacité ne peut fonctionner que si l'État du Sénégal donne de quoi conduire des activités de déminage. Comme ça, nous aurons notre fonds propre, nous aurons des Sénégalais bon teint bien qualifiés que nous pourrons engager dans les opérations de déminage. J'ai tenté depuis des années à vouloir faire de ISAD une organisation de déminage humanitaire. Ne pas s'arrêter seulement à des missions de sensibilisation ou d'éducation au risque de mine. Mais chaque fois, le blocage majeur, c'est de pouvoir trouver la ressource nationale qui nous permettra, nous, de les formater et de faire de cette ONG une unité de déminage humanitaire. Puisque l'objectif, ce n'est pas de nettoyer le Sénégal seulement, mais on voudrait qu'avant la fin du déminage en Casamance, qu'on puisse avoir une unité de déminage sénégalaise qui a une vocation sous-régionale, voire internationale. Puisque les Sud-Africains, les Norvégiens, tout ça qui viennent, ils viennent simplement autour du chef de mission d'un ou de deux techniciens, mais tout le vivier est recruté ici sur place. On s'est dit, nous, Sénégal, on doit pouvoir demain avoir une unité de déminage sénégalaise faite à 100% de Sénégalais en mesure d'aller intervenir ailleurs. Darfour, en Égypte, je ne sais pas où, Mali peut-être, etc. etc. C'est ça que nous ambitionnons de faire. Mais on ne peut pas le faire avec n'importe quel budget de n'importe quel partenaire. Et c'est ça la contrainte. En tout cas, tout est permis. Les messages qui nous parviennent, les signaux qui nous parviennent sont tous ouverts. Mais bon, attendons après Covid de savoir si en effet on pourra effectivement bénéficier de tout ça et de pouvoir avancer.
Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle donc cette émission qui est revenue sur la présence des mines en Casamance qui constitue une véritable problématique. Malgré l'accalmie, les mines sont encore présentes et il faut donc poursuivre les efforts afin de sensibiliser certes aux dangers, aux risques liés à ces engins, mais surtout amener toutes les parties à accepter la relance des opérations de déminage qui seules pourraient redonner le sourire aux populations des zones rurales qui sont assises sur beaucoup de richesses mais qui ne peuvent pas les exploiter à cause justement de ces engins de mort. Nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Matar Gueye, et merci de nous être fidèles. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une autre émission. C'était votre émission Au Carrefour de la Paix. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ibrahim Gassama et toute son équipe vous remercient pour votre fidélité. Wajaka suma wende san